La politique veut s'immiscer dans le groupe d'assurance mutuelle, dans l'empire du patron Pierre-Marcel Revah, un homme aux multiples casquettes, une structure qui, selon certains politiciens, manque de transparence. Un froid polaire s'est abattu sur l'ensemble de l'Europe. À la Brévine, le thermomètre est descendu à moins 34 degrés. Une température propice aux gelures, surtout en montagne. Vous verrez les précautions d'usage à adopter. Et dans notre série de fin d'année, un lieu a retenu notre attention, celui de l'Aquila en Italie. C'est à découvrir en fin de journal. Alexandre Zeller brise le silence. Pour la première fois, le patron de la banque HSBC prend position. Il fustige l'attitude française dans l'exploitation de données volées. Alexandre Zeller minimise l'affaire qui révèle des dysfonctionnements importants au niveau fédéral. On fait le point avec Olivier Tournet. Après une semaine de polémique, le patron de HSBC Suisse, Alexandre Zeller, réserve ses premières déclarations au matin dimanche. La liste de noms sortis de sa banque comporterait des inexactitudes et des incohérences. Elle serait du coup difficile à exploiter. En substance, le banquier tente donc de minimiser les dommages de cette fuite. Mais aujourd'hui, ses services nous l'ont bien précisé, il ne s'agit que de suppositions. Ces déclarations ne cachent pas en tout cas l'inquiétude que suscite cette affaire et surtout les dysfonctionnements révélés aujourd'hui par la presse alémanique. Premier couac, comment Hervé Falciani, l'ex-informaticien à l'origine de la fuite, a pu quitter la Suisse le 23 décembre 2008 alors même qu'il était la veille entre les mains de la police judiciaire fédérale. Il est étonnant, pour ne pas dire stupéfiant, qu'une personne qui est mise en cause d'avoir volé des données informatiques soit simplement interrogée, puis relâchée tout de suite sous le prétexte qu'un enfant est malade et que M. Falciani doit rentrer chez lui, alors même qu'il est étranger. Et il a effectivement profité de cette citoyenneté étrangère, précisément, pour fuir la Suisse et mettre une barrière entre nos deux pays, qui ensuite a entraîné toute la cacade que nous connaissons. Deuxième couac, comment se fait-il que le département des Finances n'était pas au courant de cette affaire, alors même que le ministère public l'en a informé à 2 reprises cette année? Les services de Hans-Rudolf Merz avouent aujourd'hui que les informations n'ont pas été transmises correctement, plutôt gênant, vu l'ampleur prise par cette affaire. Xavier Auberson, bonsoir. Bonsoir. Une nouvelle affaire fâcheuse dans le monde de la finance cette année, votre sentiment ? Oui, mon sentiment, c'est vrai qu'on a eu une année un peu, on dirait, annus horribilis, en réalité, une série d'affaires qui se suivent. Mais je dois dire que cette affaire-là, elle est importante parce qu'il y a un effet de précédent. Il faut absolument éviter, je pense, que cette situation puisse perdurer comme ça et qu'on laisse, par exemple, la France utiliser ces informations, venir à la pêche au renseignement sur cette base. Là, je crois qu'on doit vraiment faire valoir l'état de droit et les règles de base de procédure. Ce qui est sous-jacent, c'est l'accord de double imposition entre la Suisse et la France que vous connaissez bien. Vous étiez dans le think tank, ceux qui ont négocié l'accord de double imposition, mais avec les États-Unis. Est-ce que là, quelque part, on n'a pas l'impression que la France nous fait encore plus souffrir que les États-Unis? Oui, c'est vrai, effectivement. Et je dois dire, malheureusement, il y a une clause spéciale dans la Convention avec la France qu'on n'a pas dans la Convention avec les États-Unis. C'est ce qui est paradoxal. Et cette clause, elle est ambiguë parce qu'elle laisse entendre qu'on pourrait demander des renseignements sans nécessairement connaître le nom de la banque. Mais il faut relativiser parce que plus tard, la Convention dit aussi qu'on ne peut pas aller à la pêche au renseignement. Mais c'est vrai que le texte n'est pas très très clair sur ce point. Hans-Rudolf Merz a été très critiqué durant cette année. C'est le cas encore aujourd'hui dans la presse. On a l'impression qu'on a en Suisse rien vu venir. On a cette impression, et c'est vrai que la fameuse déclaration de mars 2009 est arrivée très vite. Il y a eu les pressions du G20, et on a l'impression, c'est vrai que systématiquement, on répond aux attaques qu'on nous donne. Moi, je pense qu'il est temps maintenant de reprendre les choses en main et de repartir sur un projet beaucoup plus vaste, qui serait beaucoup plus constructif pour la Suisse. Qu'est-ce que vous entendez par projet plus vaste? Alors moi, je suis un peu provocateur, mais je pense qu'on doit revoir notre politique d'adhésion à l'Union européenne. Et cette situation montre que la voie du bilatéralisme n'arrive à rien. On est en train d'avoir tous les inconvénients de l'Union européenne sans avoir aucun avantage, et on le fait de manière unilatérale sans pouvoir participer à rien du tout. Je pense qu'il faut vraiment revoir tout ça. Xavier Auberson, merci. Merci beaucoup. À Copenhague, l'accord climat laisse un goût d'inachevé ce soir. Greenpeace et le VVS se disent consternés. Malgré l'implication de Barack Obama, aucune trace de mesures contraignantes en matière de réduction des gaz à effet de serre. Côté suisse, Moritz Leuenberger estime l'accord positif. Entre espoir et désespoir, le bilan du sommet est signé Chantal Panatier. Copenhague cristallisait tous les espoirs.
On voulait limiter à 2 degrés la hausse globale des températures. Pari tenu, l'accord final mentionne bien 2 degrés de réchauffement maximum. On voulait contraindre tous les États à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aucune contrainte dans l'accord de Copenhague, aucune date, aucune limite. On voulait aider les pays les plus vulnérables au changement climatique. 100 milliards de dollars seront distribués d'ici 2020. Un premier pas inscrit sur parchemin. Insuffisant pour les scientifiques, encourageant pour les chefs d'État. Tous sont d'ailleurs venus pour coordonner leurs efforts et se parlent sans cérémonie, mais en restant maîtres chez soi. Nous sommes prêts à faire le travail aujourd'hui, mais chaque pays doit aussi y mettre du sien. Quand la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil et les États-Unis se sont réunis, l'accord était assuré. L'ONU n'avait plus qu'à acquiescer. C'est un peu un tournant en matière de gouvernance mondiale de l'environnement, où maintenant c'est très clairement un petit nombre de pays qui veulent aller de l'avant, comme eux l'entendent, et les autres sont censés simplement enregistrer et suivre. Oui, peu de résultats à Copenhague, mais peut-être une nouvelle façon plus efficace de réduire les gaz à effet de serre. Une vingtaine de pays volontaristes créent chacun leur recette, les autres n'auront qu'à appliquer. Philippe Roch, bonsoir. Bonsoir. Votre jugement sur cet accord de Copenhague? J'aimerais dire que ce n'est pas un accord, n'est-ce pas? Il y a un papier qui a été proposé par quelques pays dont on a pris note. Si vous venez me demander quelque chose et que je vous dis j'ai pris note de votre demande, vous n'êtes pas satisfait. Donc il n'y a pas d'accord de Copenhague. Copenhague est un échec sur ce plan-là total. Bon, alors essayons de voir ce qui est positif dans ce qui s'est passé à Copenhague. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant? Positif, c'est déjà que les gens se réunissent. Hein. Ça paraît bête, mais autrefois on se faisait la guerre. Aujourd'hui, on discute. C'est déjà quelque chose. En plus, au plus haut niveau. Alors ça, c'est réjouissant. Et puis, le grand changement, c'est quand même l'attitude américaine qui, au lieu de considérer le reste du monde comme un adversaire, commence à tendre la main, à respecter ses partenaires. Et le dialogue qui a eu lieu entre la Chine, le Brésil, l'Inde et les États-Unis montre qu'il y a une nouvelle force politique possible qui est pour moi pleine d'espoir. Mais le résultat à Copenhague, à part ça, est nul. Donc on a mieux discuté, si vous voulez. Mais il y a une absence de mesures contraignantes. Comment est-ce qu'il faut interpréter? Comment est-ce qu'on doit interpréter ça? Il n'y a pas de mesure. On parle de 2 degrés comme ça. Bon, mais ce principe de stabiliser le climat, il est déjà dans la convention signée en 1992. Donc depuis cette convention qui dit clairement dans son article 2, il faut stabiliser le climat à un niveau non dommageable, etc. On n'a pas fait de progrès depuis 1992. Ensuite, on parle d'argent. Alors, on prend note. Donc, on n'a pas promis d'argent. 100 milliards en l'occurrence. Oui, 100 milliards. On ne les a pas promis. On a mis dans un document une somme et on prend note de cela. En plus, cet argent, les pays qui le promettent pas, mais enfin qui ont pensé éventuellement le donner, ils ne l'ont pas. Ils l'ont dépensé dans la crise précédente et au lieu, dans cette crise, de l'investir dans les bonnes industries, dans les bonnes mesures, ils ont fait exactement le contraire. Ils ont relancé. Les banques, en l'occurrence. Mais oui, les banques et l'industrie automobile, n'est-ce pas? On a mis des milliards dans ces industries alors qu'il fallait justement profiter d'investir ailleurs, même sur ces plans tout à fait techniques, qui ne sont même pas politiques. On n'a pas été capable de prendre les bonnes mesures. Très rapidement, la Suisse, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui? Bon, la Suisse est un petit pays, mais à mon avis, elle pourrait faire 2 choses. Une, peut-être trop ambitieuse, mais qui serait de réunir de nouveau quelques pays importants, pas forcément au niveau des chefs d'État, pour se mettre autour de la table et très ouvertement, en confiance, parce que c'est la confiance qui manque dans ce monde, essayer de voir ce qu'on peut faire. Ça, elle pourrait prendre des initiatives de ce type. Mais surtout, une initiative que personnellement, je souhaiterais vraiment qu'elle prenne, parce qu'elle a des compétences dans ce domaine, c'est au niveau technique. Avec nos académies, nos écoles polytechniques, avec notre industrie, qui est remarquable dans le domaine des énergies renouvelables, par exemple, sans soutien de l'État, avec une politique qui est misérable, mais les industries ont fait quelque chose de bien. On pourrait réunir une sorte de sommet technique mondial autour des écoles polytechniques, avec bien sûr le soutien de la politique, pour faire le point et pour essayer de créer des marchés, de se soutenir et de promouvoir vraiment ces techniques. Moi, j'avais eu la visite il y a quelques années de M. Xie, le responsable chinois des négociations climatiques, qui était venu en Suisse voir ce que nous faisions au niveau technique. Donc il y a un intérêt et la Suisse est reconnue comme un pays important sur ce plan-là. Voilà au moins une chose qu'elle pourrait faire concrètement. Philippe Roch, merci.